j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette première vidéo Facecam de ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va aborder le bilan juridique de cette Coupe du Monde, puisque cette Coupe du Monde étant une première mondiale avec 3 pays hôtes, 48 équipes et 104 matchs, il y a de quoi dire et de quoi faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces dossiers, aussi différents qu'ils soient, racontent une seule et même histoire. C'est celle d'une organisation qui agit comme un quasi-État, mais qu'au final n'est qu'une simple association de droit privé. Mais avant d'aborder tous ces dossiers, qui sont au nombre de 5, il faut rappeler ce qu'est juridiquement la FIFA. Avant de commencer, si jamais ça t'intéresse et que tu veux voir plus de contenu comme ça, je t'invite à t'abonner et liker la vidéo, mais surtout à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, puisque c'est là où l'actu juridique footballistique est en première. Et en avant Guingamp, j'ai envie de vous dire. Juridiquement, la Fédération internationale de football Association, dite FIFA, est une association de droit privé au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse, et elle est à but non lucratif, c'est-à-dire que aucun traité ne la fonde, aucun État ne la crée, c'est un contrat de droit privé entre fédérations de foot. Ce qui est important, c'est que la FIFA elle a un pouvoir normatif quasi étatique, c'est-à-dire qu'elle édicte des règlements, notamment la Lex Sportiva, soit la loi sportive, qui s'impose à tous ceux qui l'ont accepté contractuellement. Il faut également savoir qu'elle rend des décisions, qu'elle sanctionne, qu'elle impose l'arbitrage, mais c'est pas ici ce qui vient nous intéresser. Ce qui est important, c'est que cette loi ne prime pas sur le droit national ou le droit de l'Union européenne en ce qui nous concerne. Comme c'est rappelé dans l'arrêt Bosman, dans l'arrêt Diarra, dans l'arrêt Super League, si elle est contraire à notre droit, elle doit s'adapter. Elle doit remettre en question certains aspects de son règlement. En l'occurrence, sur l'arrêt Diarra, c'était son règlement autour des transferts. Et c'est-à-dire que dès que la FIFA quitte son terrain contractuel et rencontre un véritable pouvoir public, elle perd son immunité et redevient ce qu'elle est, c'est-à-dire un simple justiciable. Donc, on a tous nos sujets et on a notre base. Et on va commencer par le commencement, c'est-à-dire la billetterie de cette Coupe du Monde qui montre quelques abus de position dominante et quelques atteintes au droit de la consommation. On est le 24 mars 2026 et deux organisations, Football Supporters Europe, qui représentent des associations de supporters, et Euroconsumer, une organisation de défense de consommateurs, ont déposé une plainte contre la FIFA auprès de la Commission européenne concernant les pratiques de billetterie de cette Coupe du Monde. Les deux organisations reprochent à la FIFA d'avoir abusé de sa position dominante et monopolistique pour imposer aux supporters des prix de billets excessifs ainsi que des conditions et des processus de vente opaques et déloyaux. Et ces deux organisations ont identifié 6 abus. Premièrement, on a des prix supérieurs à des éditions précédentes, c'est-à-dire que le billet le moins cher ouvertement disponible pour la finale au MetLife Stadium débute à 4185 $, alors que pour l'édition précédente, c'était pour le billet le moins cher, 7 fois inférieur. Je vous laisse faire le calcul. Également, elle lui reproche des publicités mensongères et illégales du point de vue européen. On parle ici des billets à 60 $ pour la phase de poule qui, de par leur rareté, sont épuisés, mais directement à l'ouverture du public, c'est-à-dire qu'on ne les voit même pas. On a également le reproche d'une tarification incontrôlée, c'est-à-dire que la FIFA a recours à une tarification variable, voire dynamique, sans plafond et sans transparence de fixation des prix. C'est-à-dire que certains billets entre deux phases de vente ont augmenté de 25% et les supporters n'avaient aucun moyen clair de connaître le prix final avant d'entrer dans la liste d'attente. Également, ce qui est reproché, c'est un manque de transparence, la classique, c'est-à-dire que les supporters achètent des billets, mais ils ne savent ni pour quel match, ni l'emplacement. L'avant-dernier abus concerne une vente sous pression, c'est-à-dire que la FIFA envoyait des mails aux supporters, leur signifiant un accès exclusif à une fenêtre de vente limitée qui ne correspondait pas à la réalité, ce qui a fait que la FIFA a poussé les supporters à prendre des décisions précipitées. Et enfin, concernant la revente, la FIFA oriente du coup les revendeurs vers sa propre marketplace officielle sur laquelle prenait 15% de commission sur l'acheteur et sur le vendeur, assez lucratif pour elle. Qu'il en est, c'est que ces deux organisations demandent à la FIFA de cesser cette tarification dynamique, de geler et de publier le nombre et l'emplacement des billets restants. Ici, les deux organisations dénoncent une violation des articles 102 du TFUE et 54 sur l'accord sur l'espace économique européen. Un rappel important, une association sportive qui exerce une activité économique est soumise aux articles 101 et 102 du TFUE, comme le rappelle l'arrêt Super League de 2023 de la CJE. Et vendre des billets, c'est une activité économique. Donc la FIFA ne peut pas se cacher derrière son statut sportif et ne peut donc échapper à cette réglementation. La commission a, elle, confirmé avoir reçu la plainte et l'examiner selon ses procédures habituelles.
Mais ces prix n'interrogent pas qu'en France, puisque les USA, notamment le procureur général du New Jersey et celui de New York, ont ouvert une enquête sur la pratique de la billetterie de la FIFA le 27 mai dernier, notamment concernant les places du MetLife Stadium. Des supporters se plaignent par exemple d'avoir reçu des places de catégorie inférieure à ce qu'ils ont payé, mais aussi d'avoir une fausse rareté créée et une flambée des prix. La FIFA, elle vient se défendre en disant que les plans des stades étaient présentés et que le mode de tarification s'adapte au marché nord-américain du divertissement. En sachant que la FIFA et Infantino, du coup, viennent se défendre en disant que c'est le marché. Alors, tu as le monopole du marché, donc je ne sais pas quel marché tu parles. Que la NBA, c'est pareil. Oui, mais la NBA, il y a une trentaine de franchises, donc et en plus, il n'y a pas cet effet de rareté de l'événement. Donc, toujours pas possible, et que les revendeurs prennent de leur marge, alors que la FIFA décourage les plateformes tierces et redirige les supporters vers sa propre marketplace, où, comme je disais, elle prenait 15% sur l'achat et la revente, sinon c'est pas drôle. Elle ne combat pas la revente, elle l'a internalisée. On se retrouve donc avec la FIFA qui se retrouve attaquée sur deux fondements juridiques distincts par deux personnes différentes, et son statut associatif ne la protège plus, et ainsi son monopole de vente de billets est remis en question. Bon, ce qu'il en est, c'est que le calendrier des procédures empêche le fait que ça soit traité avant la Coupe du Monde, ce qui est juridiquement normal. J'ai envie de dire que la justice est très lente. Donc, on n'a pas plus de nouveaux par rapport à ça, mais il n'en reste que ça questionne, que ça a été tabou les prix des billets, comme vous avez pu le voir à chaque édition du journal. Même sur Insta, il y avait un post par jour avant la finale pour les prix indécents de cette finale. Donc, ça laisse à questionner, surtout qu'au bout d'un moment, il y en a marre de payer autant pour un sport populaire, je le rappelle, à la base. Il y a autre chose qui nous a marqué en ce début de compétition, c'est les visas et l'accueil des officiels, que ce soit joueurs ou autres, sur le terrain. On vient opposer le pouvoir de la FIFA à le pouvoir d'un État. On parle premièrement de deux proclamations américaines, que ça soit celle du 4 juin 2025 ou celle du 16 décembre 2025, qui viennent suspendre totalement ou partiellement l'entrée de ressortissants de 39 pays, soit l'accès à certains visas touristiques. Et sont concernés des ressortissants qui ne sont pas aux États-Unis et qui n'ont pas de visa valide à date d'effet. Donc sur les suspensions totales, ça peut être Haïti, la Somalie ou l'Iran, et sur les suspension partielle, ça peut être par exemple le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Donc il y a une exception dans ces deux proclamations, c'est celle des athlètes ou membres d'une équipe sportive, y compris les entraîneurs, les personnes occupant un rôle de soutien nécessaire et les membres de la famille immédiate voyageant pour la Coupe du Monde ou pour les Jeux. Parce que oui, ça concerne également les Jeux Olympiques qui arrivent prochainement. Bon, déjà, on n'a pas de définition et de contour autour du terme soutien nécessaire, donc on reviendra pas dessus, mais ça ne couvre donc pas les supporters, pas les journalistes, pas les sponsors et ni la famille élargie. Et c'est là où le problème continue, puisqu'on a eu plusieurs faits sur lesquels on peut revenir, concernant déjà la fédération iranienne qui se voit refuser plusieurs visas, notamment pour son président de fédération. Bon, après une menace de boycott, il a pu l'obtenir. Également pour cette même fédération, l'imposition de son camp au Mexique. Et enfin, qu'ils ont pu obtenir en mai 2026, le fait de pouvoir se déplacer un jour avant sur le territoire américain. Ils ont bien évidemment déposé une plainte contre la FIFA au motif que ces conditions sont contraires au principe d'égalité des conditions entre équipes participantes et nuisent à la préparation. On a également l'arbitre somalien Omar Abdulkadir qui s'est vu refuser son entrée sur le territoire américain après 11 heures d'interrogatoire. 11 heures pour problème d'antécédent alors que tous ses papiers étaient valides, que le visa était valide, que bref, tout allait bien. Et en compensation, ils lui ont donné l'arbitrage d'un match. J'ai envie de te dire quelle compensation finalement. Et on a enfin Aimé Hussein qui a été retenu 7 heures à l'aéroport de Chicago à son arrivée. Il y a même eu des fouilles, enfin j'ai envie de vous dire, c'est désespérant. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un État, quand il se porte candidat, il signe à la FIFA des Government Guarantees sur lesquels il s'engage notamment à faire rentrer librement les participants. Mais ces garanties sont des engagements de nature privée, pris envers une association, c'est-à-dire que ça ne peut pas neutraliser un pouvoir régalien. Le contrôle de l'immigration et de la sécurité nationale est un pouvoir régalien, au cœur de la souveraineté d'un État. Donc le TAS est incompétent pour intervenir, le tribunal arbitral sportif, et personne ne peut forcer un État hôte d'accueillir qui que ce soit. Et c'est pour cela que la FIFA, dans un communiqué du 8 juin, après avoir dit qu'elle allait faire son possible avant la Coupe du Monde pour accueillir tout le monde, a déclaré qu'elle n'intervenait pas dans les histoires d'immigration, dans les procédures d'immigration, du pays hôte, y compris dans l'octroi des visas. Et c'est là où on fait face au trou noir de la loi sportive, puisque son ordre juridique est autonome, il n'a de prise que pour les acteurs sportifs. Et face à un État, il n'a aucun instrument. Pas de juge, pas d'exécution, pas de contrainte. Donc, c'est là où on peut remettre en cause la FIFA et ses réglementations, notamment sur l'organisation
d'événements tels que la Coupe du Monde, qui est censée pouvoir accueillir toutes les personnes possibles. Il n'y a pas que sur le terrain humanitaire qu'il y a eu des petits rebondissements. Il y a également autour des contrefaçons, des maillots notamment. On va factualiser les choses. Le 11 juin 2026, des premiers jours de la Coupe du Monde, les douanes de Hong Kong ont réussi à stopper 30 000 maillots contrefaits. Et 6 personnes ont été contrefaits, un chauffeur de camion et 50 personnes pour vente de maillots en ligne. Ils ont tous été libérés sur caution, ils restent tous présumés innocents, mais l'enquête reste en cours. Sur le côté juridique, parler du droit des marques, ça serait incomplet puisque un seul maillot viole plusieurs couches de droit appartenant à plusieurs titulaires. Donc par exemple, on prend le maillot du Brésil qui déclenche 3 titulaires de droit, que ce soit Nike, la FIFA ou CBF. Pour faire clair, la contrefaçon d'un maillot est un carambolage de droit. Du côté international, il y a 2 socles qu'il faut connaître, c'est la Convention de Paris de 1883 et les accords ADEPIC de 1994 de l'OMC qui prévoient des mesures contre la contrefaçon. À noter que certes ça représente une très faible part du marché de la FIFA, mais la vraie raison de son agressivité et de cette lutte, elle est ailleurs, c'est à propos des sponsors et de ce qu'elle leur vend, c'est-à-dire l'exclusivité. En fait, la FIFA, elle essaie surtout de se protéger elle et sa crédibilité. Et parmi les garanties gouvernementales qu'un État signe, c'est la protection renforcée de sa propriété intellectuelle au-delà du droit national. Les pays hôtes, par exemple, font des lois spéciales. Par exemple, au Brésil, il y a la Lei Geral da Copa en 2014 sur la protection spéciale pour les symboles de la FIFA, et également la FIFA a contraint le Brésil à ce moment-là de suspendre son interdiction de l'alcool par rapport à son sponsor qui était Budweiser. Également, elle essaie de lutter contre l'embouche marketing, par exemple l'affaire Bavaria de 2010 où 36 jeunes femmes ont été aperçues dans un stade en robe orange couleur de Bavaria, concurrence du coup de Budweiser, et ont été expulsés du stade et 2 ont été arrêtés et poursuivis pour embouche marketing. En fait, finalement, la FIFA et sa loi sportive, elle n'obtient des États que ce qui leur coûte rien, c'est-à-dire qu'elle est puissante pour protéger de l'argent, mais quand il s'agit de protéger des gens, plus grand monde. Dernier exemple, on ne peut pas privatiser des choses qui sont descriptives. Par exemple, en 2006, le tribunal fédéral juridique allemand a annulé les marques WM 2006 et Football WM 2006 parce que c'était des signes descriptifs et non à caractère distinctif. En fait, le principe est fondamental, c'est que le droit des marques ne protège pas un événement, mais protège des signes distinctifs. C'est là où on vient à notre petite affaire nationale, où on vient parler du cas Mbappé-Amaria, et notamment le fait que le droit est un peu bouché là. On est le 4 juillet 2026 à Philadelphie, et les joueurs français éliminent le Paraguay en huitième de finale sur un score de 1-0. Après un match, je vous avoue qu'il m'a bien tendu. Et dans la nuit du 4 au 5 juillet, Céleste Amaria, une sénatrice paraguayenne, publie sur X un message avec des propos qui vise Kylian Mbappé. Le 6 juillet, Mbappé y répond. Quelques minutes plus tard, Philippe Diallo, président de la FFF, annonce un signalement au parquet et la fédération dénonce des propos abjects, condamnables, délictueux. Emmanuel Macron vient même réagir quand les mots salissent nos valeurs répondent. Dignité, respect, fraternité. Le 7 juillet, le pôle national de la lutte contre la haine au parquet de Paris reçoit la plainte de la FFF et ouvre une enquête pour injure publique à caractère raciste et provocation à la haine ou violence aggravée. Mi-juillet, l'avocat d'Amaria contre-attaque dans les médias paraguayens en disant que selon lui, sa cliente n'a rien fait. Et par contre, il y a un acte qui est punissable pour monsieur Mbappé au Paraguay pour diffamation, voire extradition. Ce qu'il en est, c'est que dit le droit? Pour monsieur Mbappé, l'extradition, je vais vous la faire courte, elle est impossible. C'est l'article 696-4 premier du Code de procédure pénale qui dit que l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette nationalité étant appréciée à l'époque des faits. C'est un refus automatique et Mbappé ayant la nationalité française, la discussion s'arrête ici. Par contre, ce qui est hyper drôle, c'est que l'avocat de la sénatrice a vraiment un discours contradictoire, c'est-à-dire que les faits sont pas punissables pour sa cliente, mais les faits de Mbappé sont punissables en France, donc le Paraguay peut poursuivre et donc l'extrader. J'ai du mal à saisir, mais bon. Qu'est-ce qu'il en est de la sénatrice? Est-ce qu'elle est atteignable? Je vais vous répondre assez clair. L'article 113-2 du Code pénal dispose que l'infraction est réputée comme commise en France dès lors qu'un des faits constitutifs a lieu sur le territoire. Oui, parce que pour qu'une personne étrangère soit jugée sur le territoire français, il faut que ça respecte la condition de cet article. Pour un contenu publié en ligne, accessible en France visant une personne française, ça ne fait pas de doute sur la compétence du parquet de Paris. Et je pense que l'immunité parlementaire, on peut peut-être la sauter, puisque je pense que quand on parle d'un tweet en pleine nuit sur un match de foot,
Ça ne rentre pas dans les fonctions d'une parlementaire. Il faut savoir dissocier l'activité professionnelle et l'activité privée. Mais le Paraguay, comme la France, vient protéger ses ressortissants contre l'extradition, à moins qu'elle se voit condamnée en France et qu'elle se déplace dans l'espace européen, elle sera forcée à exécuter sa peine. Et finalement, que dit la FIFA ? La FIFA, dans son code disciplinaire, elle vient sanctionner les propos discriminatoires. L'article 15 permet de suspendre des joueurs, des entraîneurs, des dirigeants, des officiels, des fédérations. Mais Madame Amarial n'est pas licenciée. Elle est élue d'un État souverain, elle n'a pas consenti à la juridiction de la FIFA et donc elle est inatteignable. Donc la Leg Sportiva n'a aucune emprise sur elle. On est tous d'accord qu'après avoir vu ça, après le match que le Paraguay nous a proposé, ça nous a tous tendus. Surtout que c'est lunaire les propos qu'elle a eus. Franchement, je me demande quelle sera l'issue. Et enfin, on va parler du moment qui m'a le plus questionné. C'est l'affaire Balogun. Pour vous mettre dans le contexte, 16e de finale, Bosnie-Herzégovine contre les États-Unis, l'attaquant américain Folarin Balogun ouvre le score, puis quelques minutes plus tard, le joueur se fait expulser après vérification à la VAR pour une semelle sur le défenseur Tarek Muharimovic. Et c'est là où je pensais qu'on était tous clairs sur le fait qu'un carton rouge, c'était suspension sur le prochain match. Voilà, donc la Belgique, tout comme tout le monde était persuadé que le joueur Balogun n'allait pas jouer le prochain match face à la Belgique. Et en plus, cette règle figure noir sur blanc sur 3 endroits. L'article 66-4 du code disciplinaire de la FIFA, l'article 10.5 du règlement de la Coupe du Monde 2026 et sur des circulaires qui ont été envoyées à toutes les fédérations le 12 mai 2026. En plus, ça a été retiré à chaque réunion d'avant-match et surtout que cette suspension ne peut faire l'objet d'un appel. Et pourtant, quelques jours plus tard, la commission de discipline annonce que Balogun jouera le match face à la Belgique. Donc, comment c'est possible ? La FIFA a donc utilisé sa propre loi, donc l'article 27 du code disciplinaire, qui l'autorise à suspendre en tout ou partie l'exécution d'une mesure disciplinaire assortie d'une période probatoire. C'est-à-dire que la suspension est suspendue pour 1 an, et si Balogun commet une infraction d'une même nature, d'une même gravité, la suspension est révoquée et exécutée. En gros, la suspension automatique existe toujours en droit, mais son exécution est transformée en sursis. La distinction est capitale et c'est elle qui met à l'abri la FIFA d'une illégalité. Le résultat est exactement le même qu'un appel qui est toujours prohibé, je vous le rappelle, et ce n'est pas inédit puisque Cristiano Ronaldo en avait bénéficié lors des matchs de qualification de la Coupe du Monde. Mais il n'en reste que c'est un cas extrêmement rare. Et c'est là qu'on bascule dans la gouvernance puisque le Times a annoncé que en fait, le président américain Donald Trump aurait téléphoné au président de la FIFA, Gianni Infantino, pour lui demander de réexaminer cette suspension et la FIFA qui, elle, soutient son indépendance de discipline. Et le Times aurait également révélé que cette décision de suspension aurait été décidée, certes par cette commission de discipline, mais votée par une personne, Monsieur Mohamed Al-Kamali, président émirati de la commission de discipline, seul. C'est-à-dire que les 17 autres membres, ils n'étaient pas là. La FIFA, elle, perdure avec sa défense de nous sommes indépendants, mais il n'en reste que Trump a quand même remercié la FIFA sur son réseau social d'avoir réparé une grande injustice. La fédération belge, quant à elle, se dit stupéfiée et dit qu'elle va étudier toutes les options juridiques possibles. Bon, ce qui est quand même important à garder en tête, l'appel n'est pas confirmé et la détermination de cet appel n'est pas prouvée. Il n'en reste que si on suppose une procédure parfaitement régulière, contourner une règle présentée comme intouchable au profit du pays hôte, ça reste quand même questionnable. Tout cela pour perdre le match face à la Belgique. Cette Coupe du Monde, elle a montré que la FIFA fait place à de nombreux problèmes juridiques et éthiques. J'aurais pu aborder par exemple le cas de l'Argentine, de la finale. Franchement, il y avait pas mal de choses à rajouter, mais je voulais pas non plus trop en faire. Surtout que c'est d'actualité, je me dis que j'en ferai peut-être une vidéo quand l'histoire sera finie. Ce qu'il faut retenir, c'est que dès que la FIFA sort de son terrain où elle reste souveraine, elle rencontre un vrai pouvoir public et c'est là où elle redevient ce qu'elle est finalement, une association de droit privé suisse, justiciable comme tout le monde. Ce dernier dossier vient rajouter une couche, puisque une association aussi puissante voit son règlement plié au bénéfice d'un pays hôte, ça peut remettre en question sa crédibilité, voire sa gouvernance interne. Et ce que révèle particulièrement cette Coupe du Monde, c'est que le football reste certes universel, mais il n'échappe pas au droit. En attendant, dites-moi ce que vous avez retenu de cette Coupe du Monde, ce que vous en avez pensé, si elle vous a marqué, que ce soit positivement ou négativement. Et moi, je vous souhaite de bonnes vacances avant la reprise des championnats. Bisous!